Comme à la belle époque de la colonisation. Ben oui. Comme à la belle époque de la colonisation. Donc, très clairement, moi je pense que si tout d'un coup, le président français a décidé de donner des instructions pour être dur avec l'Algérie, c'est clairement un coup de pression contre le président algérien. Et il n'y a pas d'autre explication. Comment se fait-il, à la veille de la signature ou de la non-signature de la nouvelle loi minière, comme par hasard, le président Macron en personne se fâche contre l'Algérie. Et il le fait savoir. Et il donne une instruction au Premier ministre. Alors qu'on sait très bien que le Premier ministre français n'a aucun pouvoir en France, vous le savez. L'homme fort du gouvernement français, c'est Bruno Retailleau, le ministre d'État et ministre de l'Intérieur. Donc oui, le président français, s'il a décidé d'être dur, alors les termes sont forts, hein, nous n'avons pas d'autre choix que d'adopter une approche de plus grande fermeté. Vous imaginez? Oh, mais t'as été très bien accueilli, cher Emmanuel Macron, à Alger, en août 2022. Et tous les contrats que vous avez eus depuis. Match, c'est pas suffisant. Maintenant, vous voulez donner un coup de pression au président algérien? Car vous savez que maintenant, on a réveillé le peuple algérien avec d'autres, avec des partis politiques, avec des intellectuels, avec de plus en plus d'Algériens qui s'expriment pour dire non à la signature de cette loi minière qui va donner 80% aux compagnies étrangères et bien sûr les compagnies françaises. Évidemment. Oui, parce que les Français, ils veulent pas de cette loi minière de 2014 qui donnait 100% à l'État algérien. Lisez bien. C'est une accusation grave. Macron voudrait pousser Tebboune à signer une loi minière qui donnerait 80% des richesses de l'Algérie aux multinationales étrangères. Cette pression serait une manière déguisée de restaurer une forme de dépendance économique. Au moment même où Tebboune affirme que l'Algérie n'a plus besoin de la France. Une guerre d'influence invisible. Mais bien réelle. السلام عليكم الزول الفلاون كي راكم دايرين. اليوم نهضروا على الأزمة بين الجزائر وفرنسا. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise qu'il y a entre Paris et Alger, ou Alger et Paris. Vous savez que cette crise a commencé le 30 juillet 2024 et c'est le moment de faire le bilan parce que ça fait plus d'un an que les relations entre Alger et Paris sont devenues exécrables, détestables, extrêmement négatives pour les 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Vous savez, la diaspora algérienne, c'est pas quelques milliers comme les Français qui vivent en Algérie, c'est 5 millions. Donc c'est sans commune mesure, D'ailleurs, nous avons un ministre délégué ou secrétaire d'État, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est chargé de la diaspora, donc à l'étranger. Donc ça veut bien dire que le poids de la diaspora est extrêmement important, donc on ne peut pas être léger dans ce dossier-là. Alors regardons, qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Macron a déclaré au Figaro, nous n'avons pas d'autre choix que d'adopter une approche de plus de grande fermeté avec l'Algérie. Oh là 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 là. Wesh kayen yassi Emmanuel Macron, wesh kayen. Vous vous rendez compte? Je répète, parce que des mots ont un sens. Nous n'avons pas d'autre choix que d'adopter une approche de plus grande fermeté avec l'Algérie. Dans une lettre adressée à François Bayrou, donc le Premier ministre français, le chef de l'État constate les difficultés croissantes avec le régime d'Alger. Ah, ça leur fait du mal de dire avec le gouvernement algérien. Et charge, donc c'est Emmanuel Macron qui charge le gouvernement de prendre des décisions supplémentaires. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre Alger et Paris? على فرنسا راهي زعفانة. Emmanuel Macron كيفاش استقبلناك كي كنت في الحبس انايا في اوت 2022 مع 15 مينيستر كلشي كان عادي وكلناك شربناك رقدناك رحت مام الوهران ديسكو مغرب. واش كاين يا مانويل؟ Qu'est-ce qui se passe? Bah, je mets un peu d'humour, vous avez compris, puisque on ne sait plus ce qui se passe entre Alger et Paris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est fâché avec notre président algérien? C'est Abdelmajid Tebboune qui, lors du message adressé au peuple algérien pour le 63e anniversaire de l'indépendance algérienne, pour le 5 juillet, qu'est-ce qu'il a dit, le président algérien? Il a dit que notre valorisation donc de nos chouhada puise sa source dans la loyauté envers le sang versé
en sacrifice pour la patrie et la mémoire des âmes pures qui se sont sacrifiées pour l'inviolabilité de sa terre, les mines, de son ciel et l'avenir de ses enfants. Bon, peut-être que le président Macron n'a pas apprécié que le président algérien défende la terre, le ciel et l'avenir des enfants algériens, des futures générations. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être qu'Emmanuel Macron veut donner un petit coup de pression au président algérien. Vous savez que le président algérien a jusqu'à demain, Inch'Allah, pour signer ou ne pas signer la nouvelle loi minière. Oui, il y a une nouvelle loi minière, vous êtes au courant, qui doit donner jusqu'à 80%, et même au-delà, à vrai dire, mais on va s'arrêter à 80%, aux entreprises étrangères. Et comme qui? Comme les entreprises françaises. Parce que depuis 2014, l'État algérien a 100% des mines. Regardez, 100%. Ça date de janvier 2014, avec l'ancien ministre de l'énergie et des mines qui a été emprisonné. Oui, il était devenu aussi Premier ministre, il a été emprisonné, Al-Harrach, et lui a fait voter une loi en 2014, juste avant le 4e mandat, 100% pour l'État algérien. Donc peut-être que Emmanuel Macron est en train de faire pression sur l'Algérie pour que c'est fini, 100%. C'est fini. Et il sait que le président algérien a jusqu'à, quand les feuilles s'envolent, il sait que le président algérien a jusqu'à demain pour promulguer, c'est-à-dire signer cette nouvelle loi minière qui, au lieu de 100% à l'État algérien, va donner uniquement 20% aux Algériens. Et en plus, pendant 30 ans, 6 mandats présidentiels. Vous savez ce que c'est? 6 mandats présidentiels. Cette dette. Il y a 6 mandats présidentiels. Pendant 30 ans, les entreprises étrangères, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises françaises, auront 80% de notre Sahara, comme à la belle époque de la colonisation. Oui. Comme à la belle époque de la colonisation. Donc, très clairement, moi je pense que si tout d'un coup, le président français a décidé de donner des instructions pour être dur avec l'Algérie, c'est clairement un coup de pression contre le président algérien. Il n'y a pas d'autre explication. Comment se fait-il, à la veille de la signature ou de la non-signature de la nouvelle loi minière, comme par hasard, le président Macron en personne se fâche contre l'Algérie. Et il le fait savoir. Et il donne une instruction au Premier ministre, alors qu'on sait très bien que le Premier ministre français n'a aucun pouvoir en France, vous le savez. L'homme fort du gouvernement français, c'est Bruno Retailleau, le ministre d'État et ministre de l'Intérieur. Donc oui, le président français, s'il a décidé d'être dur, alors le terme sont forts, hein, nous n'avons pas d'autre choix que d'adopter une approche de plus grande fermeté. Vous imaginez? Mais t'as été très bien accueilli, cher Emmanuel Macron, à Alger, en août 2022. Et tous les contrats que vous avez eus depuis. C'est pas suffisant. Maintenant, vous voulez donner un coup de pression au président algérien? Car vous savez que maintenant, on a réveillé le peuple algérien avec d'autres, avec des partis politiques, avec des intellectuels, avec de plus en plus d'Algériens qui s'expriment pour dire non à la signature de cette loi minière qui va donner 80%. 80% aux compagnies étrangères et bien sûr les compagnies françaises. Évidemment, évidemment. Oui, parce que les Français, ils veulent pas de cette loi minière de 2014 qui donnait 100% à l'État algérien. Lisez bien, lisez bien. Le tout État, 100%. Depuis 2014, dans l'actuelle loi minière, l'Algérie a 100%. Après, il suffit de mettre de l'investissement. On a de l'argent, on a 72 milliards. On peut investir l'Algérie. Toute seule, l'Algérie peut investir dans les mines. On a assez d'argent, on a des ingénieurs formés et qui vont dans le monde entier. Vous savez, l'Institut algérien du pétrole, etc., etc. Oui, l'Algérie a tout ce qu'il faut. Elle a l'argent, elle a la compétence, il suffit simplement de se mettre au travail. Hadamakan. Donc pourquoi on va changer une loi qui donne 100% à l'État pour une nouvelle loi qui va donner que 20% à l'État? Moi, j'ai jamais vu un État qui renonce à sa souveraineté. Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays au monde, sauf les pays fragiles, les pays fantoches, ce qu'on appelle les pays vassaux, voilà, les républiques bananières. Il n'y a que dans les républiques bananières où l'État renonce à sa souveraineté. On n'a jamais vu ça. Mais à quoi ça sert d'avoir un passeport
et pardon, un drapeau et un passeport si c'est pour donner 80% à des étrangers. Bah, dans ce cas-là, retournons à la colonisation. Bah, pourquoi on va se fatiguer? Attendez, où est-ce qu'il est, la colonisation? Voilà. Pourquoi ça sert d'avoir l'indépendance? Retournons à la colonisation. Comme ça, au moins, c'est clair. En tout cas, je ne sais pas si le peuple algérien est d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais chacun est libre, hein. C'est ça la démocratie. Hein. N'est-ce pas? Donc, alors, en plus de ça, parce que vous savez, moi, je suis revenu à la source, au communiqué officiel du Conseil des ministres du 9 février 2025. Le président Sir Abdelmajid Tebboune n'a jamais demandé au ministre de l'Énergie de donner 80% aux entreprises étrangères. Jamais! Jamais, au grand jamais. Hier, je vous ai fait une analyse du communiqué. Le président a demandé d'investir davantage dans le secteur, mais tout en garantissant l'avenir des générations futures. Il a même dit que certaines terres rares étaient intouchables. Il avait exclu l'exploitation de certaines terres rares, car il a dit que ces investissements étaient destinés aux générations futures. Bah, il n'est pas fou, le président Abdelmajid Tebboune. Mouch Mahboul quand même. Insan Watani. Et il avait dit que l'État, il a dit une importance particulière pour l'État et exige la garantie de moyens modernes pour le développement et le contrôle de cette activité vitale. Le contrôle, c'est-à-dire quoi contrôle? Contrôle, c'est-à-dire on maintient la souveraineté. Contrôler, on ne contrôle pas avec 20%. Dans aucun pays au monde, dans aucune entreprise au monde, on ne peut contrôler avec 20%. Lisez bien, s'il vous plaît. Donc, le communiqué du Conseil des ministres du 9 février 2025, c'était tout sauf abandonner la souveraineté dans les mines algériennes. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'a fait Mohamed Arqab, le ministre de l'Énergie et des Mines? Qu'est-ce qu'il a dit le 10 mars 2025, un mois après? Regardez ce qu'il a dit. Incroyable. Tout d'un coup, il a tout changé. Il a dit, comme mesure principale, ça c'est un communiqué officiel de l'APS, hein, regardez, APS. Communiqué officiel. Le projet de loi supprime les dispositions relatives au caractère stratégique des substances minérales et fossiles. Ah bon? Ben, vous avez bien vu. Le président a dit le 9 février que c'était vital et qu'il fallait contrôler cette activité. Et lui, non, un mois après, il a changé d'avis. Je ne sais pas qui l'a appelé au téléphone pour qu'il change d'avis. Pour qu'il s'oppose au président de la République. Donc, non seulement il a dit que les mines ne revêtaient plus un caractère stratégique, alors qu'hier, je vous ai dit, le communiqué officiel du 27 novembre 2023 du Conseil des ministres disait que le secteur des mines était un secteur stratégique. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Mais qui dirige l'Algérie? Je connais, comme fait le bled, je connais. Je continue. Donc, il a dit que les substances minérales, c'est-à-dire les mines, et fossiles, c'est-à-dire le gaz et le pétrole, ne revêtaient plus un caractère stratégique. Waouh! Regardez. Lisez ce qu'a dit Mohamed Arqab. Regardez la date, hein? 10 mars 2025. Et là, le communiqué du Conseil des ministres du 9 février 2025 disait exactement le contraire. Donc là, c'est Mohamed Arqab qui dit, il prend ses ailes, prend la liberté. Il a dit non, c'est fini, c'est plus stratégique. Ni les mines, ni le gaz, ni le pétrole. Wow. Et qu'est-ce qu'il dit en plus? Écoutez-moi bien. Le 10 mars 2025, il dit que ce projet de loi introduit l'octroi des permis d'exploitation des titres miniers aux personnes morales créées par les actionnaires étrangers, alors que c'était interdit. Interdit en 2014. Regardez. Interdit en 2014. C'est 100% l'État algérien. Je continue. Et il dit, l'entreprise nationale a droit à une participation limitée au maximum à 20% du capital de la société exploitante. Est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire que l'Algérie, elle aura maximum 20%. Au maximum, elle aura 20%. L'entreprise nationale, est-ce que vous arrivez à lire, s'il vous plaît? L'entreprise nationale aura droit à une participation limitée au maximum à 20% du capital. C'est-à-dire, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 15, 20 maximum pour l'Algérie. Donc, on est passé de 100%
La loi minière de 2014, voilà, l'Algérie avait 100%, et bien avec Mohamed Arqab, on passe à 0%, maximum 20%. L'Algérie mesquine. Et puis bien sûr, bah, il n'y a plus de 51-49. Bah oui, c'est fini. Il n'y a plus de 51-49. Suppression du 41-49. Outre l'annulation de certaines mesures en vigueur dans le cadre de l'actuelle loi, comme la règle des 51-49, voilà, c'est fini. Annulation. Donc non seulement on annule la loi 51-49, mais en plus de ça, l'État algérien n'aura le droit qu'à maximum 20%. Et donc c'est pas 20%, c'est maximum 20%. Et les étrangers auront droit entre 80 et 100% pendant 30 ans, renouvelables jusqu'à épuisement des réserves. Donc vous avez compris la responsabilité qui repose sur les épaules du président algérien Si Abdelmajid Tebboune. Voilà, hein. يا سيد الرئيس عندك 24 ساعة في يدك على هذا الشيء الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron راه يدير لك الضغط. En gros, le président Macron est en train de faire pression sur l'Algérie, tout simplement. Pas sur l'Algérie, sur le président algérien, c'est Abdelmajid Tebboune. Vous avez compris pourquoi il faut soutenir le président algérien pour qu'il ne promulgue pas cette loi, pour qu'il ne signe pas cette loi qui va accorder jusqu'à 100%. 100% aux entreprises étrangères. Donc de 80 à 100. Attendez, vous l'avez lu. C'est communiqué officiel de l'APS, c'est Jamaat al-Khair. Vous savez ce que c'est l'APS? L'APS, c'est l'organe officiel de communication. C'est Mohamed Meziane le responsable. C'est le wazir, comment on dit déjà? I'lam. Wazir I'lam, c'est ça? Ministre de la communication. Il faut se réveiller. Hein? Comment vous pouvez autoriser ça? Que dans l'APS, journal donc officiel, Wakal al-Anba, comme ça qu'on dit, hein? Wakal al-Anba Wataniya, jusqu'à 20% seulement. Vous avez autorisé ça, monsieur le ministre de la Communication? Jusqu'à 20%. L'Algérie n'aura que de 0 à 20%. Regardez. 10 mars 2025. Projet de loi, simplification des procédures et nouvelle incitation aux investisseurs nationaux et étrangers. Écoutez, j'espère que le président va résister aux pressions de la France. Parce que là, Macron, il lâche pas. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui nous fait Macron, là? Vous savez, Macron, ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire la même chose que le président américain avec l'Europe. Vous vous en souvenez? Président américain avec l'Europe. Le président américain a obligé l'Europe. C'était quand ça? Il n'y a pas longtemps. Le 28 juillet, pas longtemps. Le président américain a obligé l'Europe à acheter pendant 3 ans 750 milliards de gaz et de pétrole. 750 milliards de gaz et de pétrole. Donc, la première puissance économique mondiale, les États-Unis, ont obligé la 3e puissance économique mondiale, c'est-à-dire l'Union européenne, à acheter 750 milliards de dollars de gaz et de pétrole. Et c'est pas assez, attendez, regardez ce qu'a dit le président américain hier. Il a obligé l'Europe, en plus de ces 750 milliards, il a obligé l'Europe à investir 600 milliards de dollars supplémentaires. Regardez. 600 milliards de dollars supplémentaires. Ah, les hommes, il y a les hommes. Donc, 750 milliards d'achats de gaz et de pétrole, plus 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis pour développer l'économie américaine. Donc, les États-Unis sont en train de punir l'Union européenne. Et par voie de ricochet, eh bien, la France veut punir l'Algérie. Voilà, c'est la même chose. En gros, le président Macron veut punir le président algérien. De la même façon que le président américain punit l'Union européenne. La même chose. C'est la loi de la jungle, ya Jamaat al-Khair. Et qu'est-ce que veut le président Macron? Il veut 100% des mines algériennes, voyons. 100% des mines algériennes. C'est pour ça que
C'est le président Macron qui est en train de faire pression sur l'Algérie, sur le ministre de l'Énergie, pour que la France et d'autres pays européens aient entre 80 et 100% des mines algériennes pendant 30 ans. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu, ya Jamaat al-Khair. Mais comme le gouvernement algérien ne veut pas dire au peuple algérien qui subit des pressions, parce que ça s'appelle le NIF, bah oui, il est gêné le gouvernement algérien, il ne veut pas dire nous on subit des pressions de la France qui veut qu'on lui donne pendant 30 ans renouvelable jusqu'à épuisement des réserves. L'Europe veut qu'on lui donne entre 80 et 100%. Voilà. Hein. Ben oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé récemment? Vous savez ce qui s'est passé? Le Niger. Ben, le Niger a nationalisé son uranium. 100%. Il a reçu une claque. La France a reçu une claque. Parce que le Niger a nationalisé 100% de l'uranium qui était détenu principalement par une entreprise française qui s'appelle Orano au Niger depuis 1968. 32 et 25 ans. 57 ans. Depuis 57 ans, la France contrôle l'uranium du Niger. Et là, tout d'un coup, les militaires, bah oui, parce qu'il y a donc les militaires du Niger, ils ont dit, wallo, maintenant c'est 100%, ça va appartenir à l'État du Niger. Comme l'Algérie. En 2014, on se souvient, 2014, la loi minière. La loi minière a donné 100% aux mines à l'État algérien. Voilà. Donc le Niger imite l'Algérie de 2014 en 2025. Voilà, il fait pareil. Mais nous, on fait l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on subit des pressions. Et oui, on subit des pressions. Ouais, les Français ne sont pas contents. Hein. Le Niger nationalise sa filiale, c'est-à-dire 100%. Est-ce que ça veut dire 100%? Mia Belmia. Mia Belmia. Bah oui, donc Orano a dit qu'elle dénonçait la volonté de nationalisation de la Sommer au Niger. Orano, c'est l'entreprise française. Regarde, communiqué officiel. Ah, ils ne sont pas contents, hein. C'était le 20 juin. Ils ne sont pas contents du tout, 20 juin 2025. Il n'y a pas que le Niger, le Mali aussi. Le Mali aussi a décidé de développer un programme de nationalisation, ce qu'ils appellent le souverainisme. Le souverainisme dans le domaine des mines. Parce que le Mali, depuis 91, c'est comme l'Algérie d'aujourd'hui. L'État du Mali n'a que 20% dans les mines. Oui, c'est... M. Mohamed Arqab a imité l'exemple du Mali. L'Algérie qui a un programme militaire de 25 milliards de dollars, on est au même niveau que le Mali de 91. Et on donne entre 80 et 100% aux entreprises étrangères. Sauf que le Mali, lui, s'est réveillé, le Mali. Mali, maintenant, comme le Niger, bah, il a pris possession dans la première raffinerie d'or nationale de 62%. 62%. Il a la majorité. Et les Russes, deuxième puissance militaire mondiale, ils n'auront que 38%. Bah oui. C'est des pays africains gérés par des vrais militaires. C'est vrai que ce pas des démocrates, mais au moins c'est des nationalistes. Comme le colonel Houari Boumediene, comme le capitaine Muammar Kadhafi, comme le général président mexicain Lázaro Cárdenas. Eh oui. Hein, c'est l'Algérie qui donnait des leçons de nationalisme, de patriotisme, de souverainisme au monde entier dans les années 60-70 aujourd'hui. Avec Mohamed Arqab, on a de 0 à 20% dans les mines. Bravo, monsieur Mohamed Arqab. استعرف بك والشهداء ربي يرحمهم يستعرفوا بك انت الزعيم انت les hommes انتيا. Alors, heureusement qu'on a 3 petits partis politiques, c'est pas pour les dénigrer, mais au moins, ils ont essayé de réveiller, après de longues années de léthargie, ils ont essayé de réveiller les autres partis. Bon, ça n'a pas l'air trop de marcher, mais au moins, on a quelques députés, on a quelques intellectuels, quelques experts, des commentaires de citoyens qui sont fâchés, d'ailleurs, c'était comme ça. Voilà, donc ils ont écrit au président de la République en lui demandant, Monsieur le Président, de ne pas signer cette loi minière. Ya Sidi الرئيس ما تسنيش. على بالي بلي عندك الضغط من Emmanuel Macron. Eh oui. Voilà, c'est PT, RCD et Gilles Jadid. Voilà, ils lui envoient une lettre pour lui demander de ne surtout pas signer, parce qu'il ne faut pas compter sur les sénateurs. Les sénateurs, 124 sur 27 ont signé. 124, regardez. Sénateurs algériens. Donc ils sont payés à vendre le pays. Hein. C'est magnifique. Moi je trouve ça magnifique. Voilà, ils donnent de 0 à 20 de 80-100% aux entreprises étrangères.
Et c'est comme ça, vous voulez que je vous dise. Donc alors, si Emmanuel Macron, alors revenons à Emmanuel Macron, s'il s'est résolu à cette épreuve de force avec l'Algérie, ben vous avez compris. Il veut obliger le président algérien à signer. Là, Bessif, qui en 1830, Bessif. C'est لازم تسني مع le D Hussein. قال له لازم تسني. Ben, on est revenu à 1830. Et Emmanuel Macron veut obliger le président algérien à signer cette loi. Voilà. Emmanuel Macron veut obliger le président algérien. C'est ça la vraie raison. Vous savez, il ne faut pas chipoter. Hein. Il ne faut pas aller loin. Hein. Vous savez, comme on dit en France, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Hein. Voilà, le président Macron veut obliger le président algérien à signer pour donner. Ah oui, il y a de l'uranium en Algérie, vous savez, donc il faut récupérer l'or, l'uranium, le phosphate, etc., etc. Les terres rares. Oui. Emmanuel Macron veut faire la même chose que le président Trump avec les Européens, c'est-à-dire obliger l'Europe à acheter 750 milliards de gaz et de pétrole pendant 3 ans, plus 600 milliards de dollars d'investissement. Et ben Macron veut faire pareil avec le président algérien. Alors, est-ce qu'on va résister? Est-ce que le président algérien va résister? On va le savoir dans les 24 heures. Bon, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'il dit alors, le président Macron? Alors, le monde. Alors, le prétexte, c'est toujours coopération migratoire, c'est-à-dire, à cause de 120 harragas, il n'y a plus de relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. La France a décidé de ne plus respecter le passeport diplomatique algérien, de ne plus respecter le passeport national algérien, tout ça pour accueillir des harragas. Waouh, je ne savais pas que les harragas c'était des mines d'or, des mines d'uranium. Voilà, mais à la belle, 120, vous savez. Le problème, c'est uniquement 120 harragas que l'Algérie ne veut pas accepter sur son territoire. Pour 120 harragas, rupture diplomatique, crise diplomatique majeure, je ne savais pas. J'ignorais. Donc, face au blocage en matière de coopération migratoire et au sort réservé à l'écrivain, l'écrivain algéro-français, Alex Sebbeh, c'est un prétexte, ça. Vous savez, il était haut fonctionnaire pendant plus de 20 ans, c'est ça, au ministère de l'Industrie avec Abdeslam Bouchouareb. Il est écrivain depuis quoi? Depuis qu'il a 50 ans. D'accord. Ah oui, puis un autre journaliste, Christophe Glaizès. Le chef de l'État français durcit son attitude à l'égard d'Alger en préconisant des mesures de rétorsion. En gros, l'Algérie ou la Daïra, c'est devenu une sous-préfecture. En gros, le président français traite le président algérien comme un chef Daïra. Il donne des ordres. Voilà. Allez, faut que tu acceptes à nous les 120 haragas, tu libères l'ancien haut fonctionnaire algérien du ministère de l'Industrie et tu libères le journaliste sportif français. Voilà. En gros, il le traite comme un chef Daïra. C'est gravissime, vous savez. Vous savez, en le traitant ainsi, il est en train de nous insulter, le président français Macron. Il insulte 47 millions d'Algériens. 47 millions d'Algériens. Il les traite d'indigènes. Vous devez obéir aux ordres. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. À nous tous, pas uniquement au président algérien. Parce que le président algérien, c'est simplement un président pendant 2 mandats. Mais là, la mesure de rétorsion, c'est pas contre le président algérien en personne, non. C'est contre les diplomates et contre tous les Algériens qui demandent des visas long séjour. Oui. C'est une sanction contre les Algériens, contre le peuple algérien. Jusqu'à maintenant, c'est vrai, l'Algérie considérait Macron comme... Vous vous souvenez ce que disait Ramtan Ramamra en 2017, c'est ça? Macron, c'est l'ami de l'Algérie. Un ami qui nous traite comme ça, waouh. Vous vous rendez compte? Ils ont reçu le président français et moi, ils m'ont mis en prison. Incroyable. Avec mes 2 avocats. Maître Abdelkader Chouara, Maître Yassine Khalifi et mon infirmier personnel, les Khatir Gameskin, Khouya Hamza Jabri. Et pendant que nous étions en détention, vous savez, c'est un honneur d'aller en prison en Algérie, vous savez. Mais il recevait en grande pompe le président français, l'ami de l'Algérie avec 15 ministres. Vous avez vu là où elle tourne, hein? Et maintenant, le président Macron insulte l'Algérie. Waouh! Quelle reconnaissance. Vous m'avez déjà vu insulter le président algérien, moi? Pourtant, j'étais emprisonné en Algérie. 4 ans emprisonnement et dans 4 prisons algériennes plus résidence surveillée. Mais j'ai toujours été reconnaissant à l'égard du président algérien
parce qu'il m'a accordé 3 grâces présidentielles. Et la 3e grâce, le 18 janvier 2023, c'était une grâce individuelle exceptionnelle. Vous savez, dans ma famille, on a appris à être reconnaissant. Quand je vois tous les contrats que Macron a eus depuis qu'il est président, et quand je vois comment il insulte le président algérien et toute l'Algérie avec, je me suis dit, mais il n'est pas bien élevé finalement, le président Macron. Il est mal élevé. Hein. Je connais Arbak, Emmanuel Macron, je connais Arbak. Je trouve les Algériens. Les Algériens, ils ont des valeurs. Ils savent être reconnaissants, même quand on leur fait du mal. Regardez, vous m'avez déjà vu dire du mal du président algérien? Entre nous. Depuis 2017, je le soutiens. Malgré les défauts, malgré les décisions parfois avec lesquelles je n'étais pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais je suis reconnaissant, je suis respectueux. Je fais des recommandations en tant que citoyen algérien, comme le président lui-même nous invite à le faire. Voilà, je fais des recommandations. Je pointe du doigt certains dysfonctionnements, mais je reste respectueux. Président français, vous croyez qu'il est respectueux avec l'Algérie? Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il dit, le président français? Il dit, le chef de l'État demande au gouvernement de François Bayrou, donc son Premier ministre, de faire preuve de plus de fermeté et de détermination. Ah oui. Ah, vous, Emmanuel, vous voulez la loi minière, hein? Vous voulez 85% des mines algériennes, hein? Afin de répondre aux difficultés croissantes rencontrées par Paris en matière migratoire et sécuritaire avec l'Algérie. Donc pour 120 personnes, vous voulez obliger un État tout entier à obéir à vos ordres. Voilà, l'Algérie est devenue une sous-préfecture, une daïra. D'accord. Selon les termes d'une lettre du président de la République adressée mercredi 6 août, vous savez ce qui s'est passé le 6 août? C'est la bombe nucléaire à Nagasaki, au Japon, et ensuite à Hiroshima, le 6 août, et le 8 août à Nagasaki. Donc là, il nous est en train d'envoyer d'une bombe diplomatique nucléaire. Il n'a pas choisi la date du 6 août par hasard. Ça correspond à 2 choses. À la bombe nucléaire envoyée par les États-Unis sur Hiroshima le 6 août, et 48 heures avant le dernier délai pour le président algérien promulgue ou ne promulgue pas la loi minière. Il est malin, Emmanuel Macron. Comme en ce moment, il a une bonne publicité dans le monde parce qu'il a dit qu'il allait reconnaître l'État palestinien en septembre, ce qui est une bonne chose, il faut dire la vérité, c'est une bonne chose. Donc il profite du fait que l'Angleterre va suivre, le Canada va suivre, l'Australie va suivre, pour faire un coup de pression au président algérien, parce que le président Emmanuel Macron, il défend les intérêts économiques de la France. Nous, on aimerait avoir un gouvernement qui défend aussi les intérêts économiques de l'Algérie. On va voir ce qui se passe. Jamais M. Macron n'avait adopté une attitude aussi dure vis-à-vis d'Alger. Waouh. En préconisant une riposte qui, de facto, c'est-à-dire de fait, relève de la rétorsion. Waouh. En gros, Emmanuel Macron traite l'Algérie comme un petit enfant. Voilà, un petit enfant. Nous, on est les petits enfants. M. Macron, il a dit jamais M. Macron n'avait adopté une attitude aussi dure vis-à-vis d'Alger en préconisant une riposte qui relève de la rétorsion. Voilà, je vous l'ai mis en rouge. Lisez bien. Donc en gros, c'est une fessée, quoi. Le président français nous donne une fessée à l'Algérie, à 47 millions d'Algériens en Algérie, à 7 millions d'Algériens de la diaspora, dont 5 millions qui vivent en France. Voilà, c'est une fessée. Alors là, il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de drapeau algérien, il n'y a plus de passeport algérien, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de police, il n'y a plus de gendarmerie, il n'y a plus rien. Quand on en est là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. En gros, qu'est-ce qu'est en train de dire le président Macron? Il est en train de revenir sur la reconnaissance par le général de Gaulle de l'indépendance algérienne. En gros, il n'y a plus d'indépendance algérienne, c'est fini. L'indépendance algérienne, pour M. Macron, c'est fini. On retourne à la colonisation. Oui. Comme à l'époque, l'Algérie était 3 départements français. Après, il y a eu le 4e avec le Sahara. C'est ça qu'est en train de dire le président Macron, avec son attitude. Vous croyez qu'un État qui respecte la souveraineté d'un autre État parlerait comme ça? Il ne reconnaît plus les passeports diplomatiques, il ne reconnaît plus les passeports nationaux. Il dit que je ne veux plus de consul algérien en France. Wow. Il n'en accepte que 3 seulement, il a dit. Que 3 sur 20. 3 sur 20. Eh ben, d'accord, très bien. On continue. Continuons, lisons.
Puisqu'on sait lire apparemment, ben on va continuer à lire. Alors, Emmanuel, pour justifier ce tour de vie, ça c'est le monde, hein. Attendez, c'est le monde qui analyse la décision de Macron. Pour justifier ce tour de vis, M. Emmanuel Macron mentionne en premier lieu les emprisonnements de l'écrivain algéro-français, condamné à 5 ans de prison notamment pour atteinte à l'unité nationale. Très bien. Bah, moi aussi j'étais en prison. Vous savez que je suis né en France. Pendant 40 ans j'étais français. C'est au courant. Et moi j'ai renoncé à ma nationalité française, volontairement, pour essayer d'apporter ma contribution à l'état de droit dans mon pays en 2013. Est-ce que vous avez lu un seul article ou constaté une seule intervention des autorités françaises, je ne sais pas, moi, un maire, un député, un sénateur, un ministre, pour demander ma libération? Je ne leur ai pas écrit. Je n'ai rien demandé. J'ai demandé à mon président, qui regarde mon dossier. Ça, oui. Je n'ai jamais demandé à des Français de demander ma libération. Jamais. Pourtant, je suis né en France et j'ai été français pendant 40 ans. Maintenant, je suis 100% algérien. Je n'ai aucune autre nationalité, uniquement la nationalité algérienne. Pourtant, je peux devenir américain. Vous savez, mon fils est américain. Ma femme avec qui je ne suis pas marié, mais je suis marié religieusement, est américaine. Donc, c'est facile de devenir américain, vous avez compris. Mais je ne suis pas américain. Je n'ai jamais demandé d'être américain. Vous savez pourquoi? Nif. Pourtant, j'étais en prison dans mon pays 4 fois. 4 ans bloqué. Malade, très malade. Mais عندي النيف. أنا ربوني وطنيين ربي يرحمهم الحاج العربي والحجة خديجة ربي يرحمهم. J'ai des frères et sœurs, c'est des vrais wataniyin. Et là, M. Macron, le président français, utilise l'affaire de l'ancien haut fonctionnaire algérien qui est devenu français il y a, bon, ça doit faire maintenant 1 an, pour justifier de traiter l'Algérie comme une sous-préfecture. D'accord. Alors maintenant, il parle de l'autre français, donc Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme. Bon, ça, je ne connais pas le dossier judiciaire. Il fait également référence au non-respect par l'Algérie de ses obligations en matière migratoire, ainsi que la cessation de la coopération des 18 consulats algériens présents sur notre sol avec les services de l'État. Vous savez ce que demandait la France à l'Algérie? De ne pas donner de passeport aux clandestins, aux harraga. Et ça date de Bouteflika. C'est Abdelaziz Bouteflika. Oui, parce qu'Abdelaziz Bouteflika, il a dit, il n'y a pas de problème. Tant que je serai président, je ne donnerai jamais de passeport algérien à mes compatriotes sans papier en France. Ben oui, parce que Welfom, que la dictature Bouteflika, elle était sous protection française. Under French Protection. Sous protection française. Ça, c'est un livre, hein. C'est pas une maquette. Hein. Donc, le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, avait donné des mauvaises habitudes à la France. Parce que lui, il se considérait comme un sous-préfet par rapport au président français. Donc, les Haragam Saken n'ont jamais eu de passeport algérien. Mais maintenant, ça a changé avec le président algérien, avec son deuxième mandat, c'est Abdelmajid Tebboune. Lui, il a donné instruction au consulat qui donne de passeport algérien au Haraga. Ça, c'est une excellente initiative. Deuxième chose, l'Algérie a demandé au consulat de ne plus coopérer avec les préfectures au sujet des laissez-passer des Haraga. Et ça, les Français, ils n'apprécient pas. Car pour les Français, les Algériens sont des indigènes. Vous comprenez maintenant? Donc voici les arguments avancés par le président français. Donc, et en conséquence, le président français a demandé au ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, qui a été reçu agréablement donc, en Algérie, de ne plus donner de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens. Donc, c'est-à-dire que la France ne reconnaît plus le passeport diplomatique algérien. Très bien. Waouh. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que l'État algérien n'est plus considéré comme un pays indépendant pour la France. Okay. Alors, je continue. Toute la presse. Hein. La France doit être forte et se faire respecter. Macron, c'est Macron qui parle. La France doit être forte et se faire respecter. Macron durcit nettement le ton face à l'Algérie.
Là, on est en pré-guerre, là. Préparez-vous, on est à la veille d'une nouvelle guerre entre l'Algérie et la France. Quand on lit le ton martial de la lettre du président Macron à son Premier ministre concernant l'Algérie, waouh. La France doit agir avec plus de fermeté et de détermination vis-à-vis de l'Algérie, à exhorter, donc à encourager ce mercredi Emmanuel Macron qui invoque le sort réservé à l'auteur, à l'ancien haut fonctionnaire algérien du ministère de l'Industrie et au journaliste français Christophe Glaise. Un tour de vis va être engagé sur la délivrance des visas. Approchons maintenant, abordons la question des visas. Approchons la question des visas. Donc vous voyez, le président Macron, il ne se contente pas de massacrer les diplomates algériens, non. Il s'attaque aussi aux Algériens tout court. Pas uniquement aux diplomates. Donc c'est là que vous voyez le fond de la pensée philosophique du président français. Eh bien, j'ai imprimé pour vous le rapport du ministère de l'Intérieur sur la délivrance des visas aux étrangers. Regardez, délivrance des visas aux étrangers. C'est le dernier rapport. Donc il parle de hausse des visas délivrés à un rythme mais moins soutenu. Ok? Alors on va donner quelques chiffres. D'abord les visas généraux, c'est-à-dire court séjour. La France a refusé en 2024 578 441 visas. Plus 14% de refus. Voilà, ici en rouge. En rose ou rouge, comme vous voulez. Donc la France a refusé 578 441 visas. Elle a délivré 2 857 000 et la demande était de 3 486 000. Très bien. Donc nous, on va simplement s'occuper des longs séjours parce que c'est là-dessus que le président français a demandé d'arrêter la délivrance des visas long séjour. Vous savez ce que c'est un visa long séjour? Un visa long séjour permet notamment à des personnes qui sont mariées, par exemple avec un concubin français, de pouvoir avoir des papiers. Vous savez que la préfecture demande un visa long séjour si vous êtes marié avec une Française ou un Français. Donc maintenant, le président Macron a dit, c'est fini. Et ça, c'est exactement l'idée de son ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau. Donc alors les Algériens naïfs là qui commencent à dire oui mais le président Macron c'est pas la même chose que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau. Combien de fois je vous ai répété que vous ne connaissez pas, ou hachal et mestalouch, je parle du gouvernement algérien, vous ne connaissez pas la France. Vous n'êtes pas né en France, vous n'avez pas vécu en France, vous n'avez pas été à l'école avec les Français. Et moi j'ai passé toute ma vie en France. J'étais à l'école dans un superbe lycée qui s'appelle lycée Victor Duruy, qui était à 200 mètres du siège du Premier ministre. Moi, mes copains de l'époque, vous savez, je venais de ma cité, hein, mais j'étais un bon élève à l'époque, alhamdoulilah, grâce à mes frères et à mes sœurs. J'étais avec des fils de ministres, des fils de diplomates, des fils de banquiers, des fils d'avocats, des fils de journalistes. Je connais bien de l'intérieur la vie politique française. Vous savez qu'à 26 ans, j'ai fait un livre avec le président français. Je rencontrais tous les ministres, en tout cas un certain nombre de ministres. J'ai réussi à convaincre 414 députés français de toutes les familles politiques pour demander l'inscription automatique de tous les citoyens français sur les listes électorales afin que, entre guillemets, tout le monde puisse voter dans les banlieues. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait 5 millions de personnes qui n'étaient pas inscrites sur les listes électorales, dont 70% c'était dans les quartiers populaires, c'est-à-dire les Français d'origine africaine du Nord ou africaine noire. Donc je connais bien la France. Et quand je vous ai dit qu'il n'y a pas de différence entre le président Macron et le président Retailleau, oh, vous m'avez dit, oh, il ne connaît rien, Rachid. Mais يعرف والو, شي يعرف هذاك, ما يعرف والو. Ah oui, ما نعرف والو. والصبعة هذه, vous en pensez quoi, الصبعة هذه, cette claque, vous en pensez quoi? Qui avait raison, qui avait tort? Vous aviez tort, j'avais raison. Et toutes les vidéos sont là pour le prouver. Je vous ai dit, Macron, Retailleau, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle l'État français, l'État profond français. Vous, les ministres des Affaires étrangères, oh, Macron, c'est l'ami de l'Algérie. Et je m'en souviens les commentaires à l'époque, quand je disais, mais attendez, il est en train de se foutre de notre... Excusez-moi pour l'expression, il est en train de se moquer de nous. Monsieur Ramtam Ramamra, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui dormait lors d'une conférence du président algérien au Qatar à Doha. Vous vous souvenez? Il dormait en pleine conférence de presse. Je vous ai dit, Ramtam Ramamra, il défend les intérêts de la France. Comme Abdeslam Bouchouar. Mais oui, Ramtam Ramamra n'a pas voulu exercer le droit de préemption
des 65% que l'Algérie possédait, que Gaz de France possédait sur le site gazier de Toit de Gaz à Adrar. Oui, bah oui, parce que c'était son copain Emmanuel Macron. Donc il a laissé faire. L'Algérie n'a pas racheté les 65% qui ont été vendus à qui? Devinez à qui? À Neptune Energy, une filiale de Carlyle Group dont le fondateur est David Rubinstein, l'ami intime du génocidaire Benjamin Netanyahu. Mais à l'époque, quand je parlais, ah Rachid, tu connais rien, ما تعرف والو, ما تعرف والو, ما تعرف والو. تربيت معاهم, أخاف الله. تربيت معاهم. Mais regardez la claque maintenant que le président Macron est en train de donner, non seulement à l'État algérien, non seulement à la diplomatie algérienne, mais à tout le peuple algérien. Pourtant, je vous avais dit, depuis 1 an, il fallait mettre en place 5 fronts. Un front diplomatique, un front politique, un front médiatique, un front intellectuel et un front juridique. Personne ne m'a écouté. Je dis bien personne. Je vous avais dit que c'était une erreur de retirer l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Car il nous faut un chef d'orchestre pour gérer 5 millions d'Algériens, pour gérer 20 consulats algériens. Aujourd'hui, qui gère les 20 consulats? Personne. Qui gère les 5 millions d'Algériens en France? Personne. Qui a mis en place le front diplomatique? Personne. Qui a mis en place le front politique? Personne. Qui a mis en place le front médiatique? Personne. Qui a mis en place le front juridique? Personne. Qui a mis en place le front intellectuel? Personne. Pourtant, le ministre de l'Information avait dit à un moment donné, M. Mohamed Meziane, qu'il fallait mettre un front médiatique uni. Oui, il a parlé, mais il ne s'est rien passé. Vous avez vu au niveau du front juridique, j'avais dit qu'il fallait mettre des avocats algériens costauds, bien formés, bien cultivés, qui maîtrisent à la fois le droit algérien et le droit français, pour demander l'extradition de Abdeslam Bouchouareb, pour défendre nos diplomates emprisonnés aujourd'hui en Algérie. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des stagiaires. Stagiaires. Même pas 50 métiers. Et en plus, on a fait appel à un cabinet d'avocats dont le PDG est un Français d'origine marocaine, juive marocaine. Alors, nous, en plus, on s'entend très bien avec Netanyahou, on s'entend très bien avec le Maroc. Je vous ai dit qu'il y avait des incompétents, des médiocres à la tête des dossiers qui s'occupent du dossier du Sahara, qui s'occupent du dossier français, qui s'occupent du dossier de l'Union européenne, qui s'occupent du dossier palestinien. Nous avons des médiocres et des incompétents formés par qui? À l'époque des 4 mandats de Abdelaziz Bouteflika. Et aujourd'hui, nous en voyons le résultat. Échec total de la diplomatie dans la gestion du dossier français, du dossier européen, du dossier de Gaza, du dossier du Sahara occidental, du dossier du Sahel. Dossier du Sahel, échec total. On n'a plus de relation avec le Mali, avec le Niger, le Burkina Faso. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, à force d'écouter personne, de jouer les autistes, vous allez droit dans le mur. Vous savez, c'est quoi droit dans le mur? Et maintenant, c'est les pays du Sahel qui nous donnent des leçons de patriotisme économique et de souverainisme. Et maintenant, on a la claque du président français. Voilà, la claque. Bah! Et pourtant, je vous avertis, ça fait 1 an. Ou bien vous remettez l'ambassadeur, un vrai ambassadeur, et j'avais même dit, ou bien rupture diplomatique. J'avais dit qu'il fallait choisir. Il fallait pas faire la politique de l'autruche. Vous savez, mi-figue, mi-raisin. On va suivre, on va jouer la défensive. La France agit, nous on réagit. La France agit, nous on réagit. La France agit, nous on réagit. Regardez, vous avez libéré les diplomates qui sont en prison aujourd'hui en Paris, poursuivis pour terrorisme par le parquet antiterroriste français. Non, ils sont toujours en prison, personne n'en parle. Car nous n'avons pas de chef d'orchestre à Paris. Je vous avais dit, vous voulez pas remettre l'ambassadeur? Je dis, ok, mais allez, mettez un directeur de communication, au moins qui va parler aux médias. Ben oui, quelqu'un qui va parler aux hommes politiques, qui est de la culture, qui va parler aux intellectuels, qui va parler à des avocats, à des juristes, qui va parler à des diplomates, comme Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur français à Paris, qui nous massacre matin, midi et soir. Non, vous n'avez voulu rien faire. Pourquoi? Parce que ça vient de Rachid Nekaz. Donc vous avez un problème avec Rachid Nekaz. Ou alors, vous considérez que vous êtes les Léonard de Vinci, les Khawarizmi, les Ibn Farabi, les Ibn Sina, les Ibn Rushd de la politique et de la diplomatie et du juridique et de l'intellectualisme. Mais non. Qui aujourd'hui dans le gouvernement français connaît la France aussi bien que moi? Dites-moi qui. Dites-moi qui aujourd'hui, dans tout le management politique, diplomatique algérien, qui connaît la France mieux que moi? Là, je parle de moi, Rachid Nekaz.
Normalement, on ne parle pas de soi. Mais quand on voit la claque que le président français est en train de donner à toute l'Algérie, je suis obligé de vous dire que vous ne méritez pas de gérer ces dossiers-là. C'est un échec total sur toute la ligne. Je poursuis. Revenons au visa long séjour. Visa long séjour. C'est dur d'être algérien aujourd'hui, surtout quand on aime son pays. Ah, pour vendre son pays, c'est facile. Comme Chakib Khalil, qui touche 500 milliards de centimes pour vendre l'Algérie, 75% d'un gisement gazier à Eni, c'est facile. Ça fait 41 millions d'euros, normal. Mais quand on défend le pays, dis donc, hein, on se retrouve en prison. Vous avez remarqué? Ceux qui volent le pays ils ont la belle vie, Abdeslam Bouchouareb, Chakib Khalil, Khalid Beljaoui, Nassim Mosradour, et ceux qui défendent le pays, on les met en prison. C'est ça l'Algérie de 2025. Alors, en 2024, à peu près 290 000 visas long séjour ont été attribués. 290 000 par la France. Hein. 290 000. 290 000. Et les Algériens, c'était combien? Ben, je vais vous le dire. Les Algériens qui ont bénéficié du visa long séjour ont été de 17 919. Voilà, je vous l'ai mis en orange là. 17 919. Sur les 290 000 personnes qui ont bénéficié d'un visa long séjour en France, il y a 17 919 personnes. Les Marocains, 32 793. C'est pratiquement le double. Et les Tunisiens, c'est plus que l'Algérie, pourtant il y a moins de population. 20 068. Regardez, vous avez les chiffres ici. Voilà, je vais vous les mettre les trois, comme ça vous allez pouvoir comparer. Maroc, 32 793, Tunisie, 20 068 et l'Algérie, 17 919. Voilà. Donc vous voyez que sur les trois pays du Maghreb, l'Algérie, malgré sa population qui est la plus importante des trois, a reçu le moins de visas long séjour. Vous avez vu? Incroyable. La moitié des visas accordés aux Marocains, la moitié. Donc l'Algérie, 17 919. Là, je vous ai pris, je vous ai agrandi par ces informations. Alors, sur ces 17 919, 12,2% ont reçu ces visas long séjour pour des motifs économiques. Voilà, c'est ici. Vous voyez, ça c'est la délivrance des visas long séjour. Donc, 12,2% des Algériens ont reçu donc, ces visas long séjour pour des motifs économiques. 26,9% pour des motifs familiaux, donc enfants, parents, grands-parents. 44,7% pour des motifs étudiants. Donc, près de la moitié des 17 919 visas long séjour concernent des étudiants. Et les motifs divers, c'est 16,2%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 17 919 personnes, en moyenne, qui ne recevront plus de visa long séjour des préfectures françaises ou des consulats français en Algérie, en parlant des Algériens. Et parmi eux, 44,7%. Donc, c'est à peu près 8000 étudiants qui n'auront plus de visa long séjour. 8000 étudiants. Donc ça, c'est une sanction. Sanction contre le peuple algérien, décidée par le président français Emmanuel Macron. C'est plus Bruno Retailleau maintenant. On parle bien du président français Emmanuel Macron. Voilà. C'est Emmanuel Macron qui va sanctionner les Algériens qui demandent des visas long séjour, ou pour des motifs économiques, ou pour des motifs familiaux, ou pour des motifs étudiants, ou pour des motifs divers. 17 919 Algériens sont pénalisés par la décision souveraine du président français Emmanuel Macron. Alors, quand on compare, vous savez, je vous ai pris une photographie panoramique des bénéficiaires des visas long séjour.
À votre avis, qui bénéficie? Là, vous avez comparé par rapport à la Tunisie et le Maroc. On a pratiquement 2 fois moins de visas long séjour accordés aux Algériens par rapport aux Marocains. Et même les Tunisiens ont plus de visas long séjour que nous. Incroyable, hein, mais c'est comme ça. Alors, l'Algérie est, par nationalité, représente 6% des bénéficiaires de visas long séjour, au même niveau que la Chine, l'Amérique, et un peu plus que les Britanniques, c'est 5%, les Indiens, 4%, les Camerounais, 3%, les Turcs, 3%, les Sénégalais, 3%, les Ivoiriens, 2%, mais les Tunisiens, comme je viens de vous le dire, ont plus que les Algériens, c'est 7%, et les Marocains, 11%. Regardez la cartographie par pourcentage des bénéficiaires des visas long séjour. Voilà. Donc les principaux bénéficiaires des visas long séjour sont les Marocains, incroyable. Hein, 11% des bénéficiaires, les Tunisiens 7% et les Algériens à ex aequo avec donc 6% avec les Américains et les Chinois. Incroyable quand même. Hein, et les autres, c'est 44%, les autres pays. Donc on voit bien que les relations avec le Maroc sont au beau fixe. Donc non seulement le président français a reconnu donc la marocanité du Sahara occidental le 30 juillet 2024, suite à quoi l'Algérie a retiré son ambassadeur à Paris, mais les relations ne sont pas bonnes uniquement sur le plan diplomatique, elles sont bonnes aussi au niveau des relations avec les sujets marocains. Et on voit bien que les Marocains ont pratiquement 2 fois plus de visas long séjour que les Algériens. Donc le problème que la France a avec les Maghrébins, il n'est pas avec tous les Maghrébins, il est spécifiquement avec les Algériens. Pas uniquement le gouvernement algérien, non, avec le peuple algérien. Voici la preuve. Vous avez bien vu? Je répète les chiffres. Les Algériens ont bénéficié de 17 919 long séjour, alors que les Marocains, 32 793 et les Tunisiens, 20 068. Donc, l'État français a un problème aussi avec le peuple algérien. C'est ça que je voulais mettre en avant dans le cadre de l'analyse des visas courts et longs séjours attribués aux différentes nationalités et en particulier aux Algériens. Donc, le président Macron pénalise les diplomates algériens, il y en a très peu, mais aussi et surtout 17 900 Algériens qui n'auront plus de visa long séjour, car c'est la décision du président français, ce sont des instructions qu'il a données à son Premier ministre. Alors, crise France-Algérie. Pourquoi Emmanuel Macron opte pour la fermeté? Ben oui, la question se pose. Pourquoi tout d'un coup il se fâche, Emmanuel Macron? Alors que c'était le meilleur ami de l'Algérie, d'après Ramdan Ramama. Gagné par la lassitude et l'exaspération face aux autorités algériennes, ce 6 juillet, donc à 2 jours, là il se trompe, là, c'est 6 août, pardon. Ils se sont trompés, ils ont mis 6 juillet. Le 6 août, le ministre français a fini par rejoindre la ligne de fermeté, le président français, pardon, a fini par rejoindre la ligne de fermeté prônée par son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans la gestion de la crise avec Alger, qui n'a pas tardé à répliquer. Voilà comment c'est présenté dans la presse française. Donc là, allons-y, bismillah. Je continue. Tension avec l'Algérie. Pourquoi Emmanuel Macron durcit le ton après avoir prôné l'apaisement? Ça, c'est France Info. Ben oui, on va regarder. Pourquoi il a changé de position, Emmanuel Macron? Je vous ai donné mon analyse. Moi, je pense, c'est pour donner un coup de pression au président algérien pour qu'il signe la loi minière qui va accorder de 80 à 100% aux entreprises étrangères. Vous savez très bien qu'il y aura beaucoup d'entreprises françaises dans la gestion des mines en Algérie, notamment l'uranium, l'or, le phosphate, les terres rares. Vous vous souvenez? Alors, on y va. Le président de la République entend suspendre les exemptions de visa pour les diplomates algériens afin de forcer Alger à plusieurs concessions. Vous savez qu'on a beaucoup de points de fragilité en France. Ben oui. Pendant les 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika, vous savez que beaucoup d'Algériens, des responsables, ont acheté des appartements en France, ont ouvert des comptes bancaires en France, ont leurs enfants en France. Donc, on est très vulnérable. Et je vous avais dit, j'avais dit au président de la République, tant qu'il ne mettra pas des gens propres à la tête de toutes les institutions algériennes, la France continuera de faire pression et faire du chantage à l'Algérie. Là,
le président français est en train de faire du chantage à l'Algérie. Donc sur 20 diplomates, sur 20 consuls, il n'y en a que 3 consuls autorisés à rester en Algérie. Parce qu'il n'y en a que 3 en ce moment. Il y en a 5 qui ne vont pas être autorisés à occuper leurs fonctions. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc la France ne respecte plus l'Algérie comme État souverain. C'est fini, fini, fini. Et qui va en pâtir? Les Algériens d'Algérie et les Algériens de France. Ils sont 5 millions. Et vous comprenez pourquoi maintenant je m'interroge sur les compétences des diplomates qui ont géré depuis 1 an le dossier français? C'est un échec total. Vous en convenez, j'espère. Et le président algérien doit en tirer les conséquences. On ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, ça s'appelle une diplomatie suicidaire. C'est pas comme ça que feu Cherif Guellal, feu Mohamed Saddeq Ben Yahya nous ont enseigné la diplomatie. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, parce que la brouille entre Paris et Alger dure depuis plus d'1 an. Donc ça, c'est première explication. Depuis qu'il a reconnu la marocanité du Sahara occidental. On continue. Donc après, il parle du haut fonctionnaire devenu écrivain, du journaliste Christophe Glaise qui a été condamné en prison, de la mise en examen de 3 hommes accusés d'avoir enlevé 1 an plus tôt un influenceur. Parmi ces prévenus figure un membre des services consulaires algériens, ce qui a vivement fait réagir l'Algérie. Oui, ils m'ont juste un petit communiqué, mais personne ne le défend, sauf des petits stagiaires avocates. En guise de réponse à ces arrestations, Alger avait choisi d'expulser de son territoire le 13 avril 12 agents de l'ambassade de France. Emmanuel Macron déjà avait riposté en renvoyant 12 agents consulaires algériens à son tour. Mi-mai, la France a réclamé un visa aux agents algériens pourtant munis d'un passeport diplomatique. Donc c'est là où la France a commencé à considérer l'Algérie comme une sous-préfecture, comme une daïra, au nom de la riposte graduée. Ah oui, riposte graduée. Vous vous souvenez de la riposte graduée? Stratégie définie par l'ancien ambassadeur de France à Alger. Pendant 7 ans, il était ambassadeur de France. Xavier Driancourt. Après, autre raison invoquée, l'Algérie n'accepte plus ses ressortissants expulsés de France. En gros, les Harraga qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire français. Bientôt, je crois que ça va être mon tour. Hein. Puis, moi, j'attends mon bracelet électronique. Hein. Vous êtes au courant, j'ai été condamné par la France de Macron à 1 an de prison ferme sur un dossier monté de toutes pièces par le général Denis Favier, qui était responsable de la gendarmerie nationale et aujourd'hui vice-président de Total. Nous allons en reparler. Donc moi, j'attends toujours d'avoir ce fameux bracelet électronique. Je continue. Ensuite, il y a eu le problème des influenceurs qui ont exagéré dans leurs propos. Il y a eu l'attentat de Mulhouse. Vous vous en souvenez, un Algérien sans papier a commis, entre guillemets, un attentat. En tout cas, il y a un Français portugais qui est mort. C'était le 22 février dernier. Bon bref, voici toutes les raisons invoquées selon France Info qui justifient cette rétorsion du président français à l'endroit et des diplomates algériens et des Algériens qui demandent un long séjour, et parmi lesquels il y a les étudiants. Je vous ai dit 44% des personnes qui demandent des visas long séjour sont des étudiants, et à l'endroit aussi des Algériens de France qui aujourd'hui n'ont plus de consuls, en tout cas 3/4 des consuls algériens ne sont pas en France. Donc ça va pas, ça va pas. Ça ne va pas du tout même. Pas du tout, du tout, du tout. Alors vous savez, vous connaissez Tel Aviv, vous connaissez I24 News. Même I24 News est très contente que le président français ait décidé de durcir la position. Regardez. Donc il parle de la décision du président français. Le président français a enjoint également Bruno Retailleau à garantir une position européenne unifiée malgré les rapprochements d'autres pays comme l'Italie avec Alger. Vous avez entendu? Le président français a demandé au ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, de garantir une position européenne unifiée. Donc le président Macron, il veut que toute l'Europe soit dure avec l'Algérie. Toute l'Europe, c'est-à-dire 29 pays. Vous vous en souvenez, nous on est tout seuls. Hein. Nous on n'a pas d'alliés, ni stratégiques, ni économiques, ni militaires, ni nucléaires, ni rien du tout. Oui, parce que nous on croit que tout seul on peut s'en sortir. Contre l'Europe, contre l'Amérique, contre la Chine, contre les BRICS. Non, on ne peut pas tout seul. C'est pour ça que c'est intéressant. Vous voyez, le regard des enfants du génocidaire Benyamin Netanyahou.
Ah oui, vous savez, il pointe du doigt là où ça fait mal. Le président français a demandé à Bruno Retailleau de garantir une position européenne unifiée. Ouais, quand je vous parlais de front diplomatique, front politique, front médiatique, front intellectuel, front juridique, non, personne n'a voulu m'écouter. Maintenant, on va avoir un front européen contre l'Algérie. Et vous allez faire quoi après? Vous allez dire, oui, on a juste un problème avec Retailleau. Non, le problème, c'est avec toute la France maintenant, et après toute l'Europe. Vous savez, quand il y a des amateurs qui gèrent un dossier, ce que ça fait, c'est la catastrophe. Je continue. Donc, il a demandé à Bruno Retailleau de garantir une position européenne unifiée, malgré des rapprochements d'autres pays comme l'Italie avec Alger. Au niveau national, il s'appuie sur la loi immigration pour refuser les visas de court séjour aux officiels algériens, donc les diplomates ou les agents consulaires, face à la menace sécuritaire, notamment après l'attentat de Mulhouse, je viens de le rappeler, le 22 février 2025. Macron insiste pour expulser le ressortissant algérien en situation irrégulière, c'est-à-dire les haragas, tout en visant un retour des relations fraternelles, pipo, pipo, pipo. Il dresse une liste de contentieux, mémoire, dette hospitalière. Dette hospitalière. Et là, je vais répondre, hein, dette hospitalière. Donc Macron parle de dette hospitalière, c'est-à-dire en gros des Algériens qui se font soigner dans les hôpitaux français et que l'Algérie apparemment ne paye pas. Après, je vais vous dire combien nous coûtent les contrats avec Total. Donc, mémoire, dette hospitalière, ingérence et site nucléaire. Ingérence. Waouh. Ingérence, vous savez c'est qui? C'est les fameux diplomates agents consulaires qui seraient mêlés à une affaire douteuse concernant un influenceur algérien. Il y en a 7 poursuivis pour terrorisme. Et l'Algérie ne fait rien pour les libérer, vous avez compris. L'Élysée déplore une baisse de 30% des visas délivrés à Alger. Donc c'est une punition dont est frappé le peuple algérien. Donc l'Élysée l'assume. Hein. Les Algériens ne sont pas des diplomates. Pourquoi la France pénalise les Algériens? Pourquoi elle ne veut pas leur donner des visas? Baisse des visas court séjour et baisse, finito, interdiction des visas long séjour. Pourquoi c'est le peuple algérien qui est pénalisé? Vous savez pourquoi? Parce que l'État français n'aime pas les Algériens. Ah, c'est clair maintenant. Donc voilà ce qu'a dit I24 News. Analyse de I24 News. Ça fait mal, hein? Moi, je retiens quoi? Je retiens, le président français a demandé à Bruno Retailleau de garantir une position européenne unifiée. Unifiée. Voilà ce qu'a demandé Macron. Donc en gros, Macron a demandé à l'Europe de punir l'Algérie. Punir l'Algérie. C'est pas uniquement la France qui punit, c'est toute l'Europe qui doit punir l'Algérie. Alors, comment l'Algérie a répondu? Apparemment, ni pression ni chantage. Alger répond à Emmanuel Macron. Voilà, c'est la réponse d'Alger. Donc, c'est les mêmes qui gèrent le dossier algérien depuis le 30 juillet 2024, c'est-à-dire avec les résultats qu'on connaît. Vous avez vu, c'est une catastrophe. Mais on continue. Vous savez, nous, plus c'est mauvais, plus on continue dans le mauvais, dans le médiocre, et dans l'incompétent, et dans la méconnaissance. Au lendemain des déclarations d'Emmanuel Macron appelant une plus grande fermeté, l'Algérie a dénoncé l'accord de 2013 sur les visas diplomatiques. Il aura fallu un peu moins de 24 heures aux autorités algériennes pour réagir. Dans une lettre adressée mercredi 6 août à François Bayrou, Emmanuel Macron a appelé à suspendre l'accord de 2013 sur les exemptions de visas pour les passeports officiels et diplomatiques et faire preuve d'une grande fermeté. Et vous savez ce qu'a dit l'Algérie? On n'en veut pas. L'Algérie a dit, c'était à la demande de la France que vous ne vouliez plus qu'il y ait des visas entre les diplomates algériens et les diplomates français, c'était en 2013. L'Algérie a dit, moi, j'en veux pas. En gros, voilà. Il n'y a ni chantage, ni pression. Ok? Donc, l'Algérie réagit au tac au tac. Et comment on va faire pour les Algériens, les 17 000 par an qui ont des visas long séjour? C'est quoi la réponse de l'Algérie? Parce que là, l'Algérie a dit, on dénonce l'accord bilatéral sur l'exemption de visa pour les diplomates algériens. Et quelle est la réponse de l'Algérie pour les 17 900 Algériens qui avaient l'habitude d'avoir des permis long séjour, des visas long séjour, soit pour des raisons universitaires, familiales, économiques? C'est quoi la réponse d'Alger? Mais il n'y a pas de réponse. Ben oui, parce qu'il n'y a pas 5 millions de Français qui vivent en Algérie. Il n'y a pas 5 millions de Français qui ont des attaches en Algérie. Alors que l'inverse, oui, on a 5 millions d'Algériens qui ont des attaches avec 47 millions d'Algériens.
Alors, comme je l'ai précisé sommairement tout à l'heure, tout a commencé avec la reconnaissance par Macron de la marocanité du Sahara occidental. Ah oui, ça a commencé par ça. Vous vous en souvenez? 30 juillet 2024. L'Algérie, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu, l'Algérie. Bah oui. On a tellement fait de cadeaux à la France. C'est normal que l'Algérie se fâche. Bah oui. Macron a décidé de reconnaître, sans prévenir personne, qu'il allait reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et voilà. D'ailleurs, il l'a même reconfirmé lors de son voyage. La France réaffirme la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Voilà, il a fait un beau voyage le 29 octobre devant le Parlement. Il a fait un beau discours devant le Parlement marocain, regardez. 29 octobre 2024. Donc, 30 juillet, il envoie une lettre pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et le 29 octobre, il va sur place devant le Parlement marocain et il renouvelle sa position personnelle, souveraine, en tant que président français, donc de la reconnaissance par la France, par l'État français de la marocanité du Sahara occidental. Vous voyez? Alors, la petite histoire, c'est quoi? Donc, je vous ai dit, le président français d'abord envoie une lettre le 30 juillet 2024. Mais qu'est-ce qui s'est passé un an avant? Toujours le mois de juillet. Retenez bien, c'était le 17 juillet. Ben, il y a un autre chef d'État qui avait envoyé une lettre au Maroc pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Devinez c'est qui? C'est incroyable, j'avais pas fait attention. Il a fait du copier-coller, Emmanuel Macron. Copier-coller. Le 17 juillet 2023, le premier ministre israélien, le génocidaire Benjamin Netanyahou, reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara. Regardez, 17 juillet. Et Macron a fait la même chose, un an presque jour pour jour, le 30 juillet. Regardez, 30 juillet 2024, Macron reconnaît la marocanité du Sahara occidental, et c'était un an et 13 jours après le même système, le même procédé. Il envoie une lettre. Macron avait envoyé une lettre, et là, Benjamin Netanyahou, le génocidaire, un an avant, avait envoyé une lettre aussi au roi du Maroc pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental. C'est sûr, parce que le président américain Trump avait demandé au Maroc, si vous reconnaissez vous reconnaissez Tel Aviv, moi je vais reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et ensuite, le génocidaire Netanyahou a fait la même chose. Donc vous arrivez à lire, Netanyahou avait envoyé une lettre le 17 juillet 2023. Regardez, c'est ici, 17 juillet 2023. Et la France était le 30 juillet 2024. 30 juillet 2024. Intéressant, non? Donc l'Algérie était fâchée. L'Algérie a dit non, tu n'as pas à reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Donc maintenant, il faut faire le bilan. Bah oui. Est-ce que la stratégie diplomatique de l'Algérie contre la France, pour la pousser à reconnaître le Sahara occidental, plutôt pour qu'elle revienne sur sa décision de reconnaître le Sahara occidental, la marocanité du Sahara occidental, est-ce qu'elle a réussi ou elle a échoué? Force est de constater qu'après la lettre du 30 juillet 2024 du président Macron, où il reconnaît la marocanité du Sahara occidental, après sa visite officielle au Maroc le 29 octobre 2024, où il a dit devant le Parlement marocain qu'il reconnaissait la marocanité du Sahara occidental. Ensuite, il y a eu la visite de la ministre de la Culture au Sahara occidental. Ensuite, la visite du président du Sénat français au Sahara occidental. Et maintenant, avec la reconnaissance des autres pays. Il y a le Royaume-Uni, depuis qu'a reconnu la Sahara occidentale, la marocanité du Sahara occidental, c'était le 2 juin 2025. Ensuite, il y a eu le Ghana, pareil, qui a reconnu le Sahara occidental, pareil, au mois de juin. Ensuite, nous avons eu, au mois de juillet, le Portugal, qui a pris le relais de la France pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Ben, c'est un échec. Ça ne marche pas. Et si Feu Cherif Guellal était encore vivant, là on le voit avec le président américain John Fitzgerald Kennedy, donc Cherif Guellal était ambassadeur d'Algérie aux États-Unis d'Amérique, et très grand connaisseur des États-Unis, il connaissait personnellement le président américain, le vice-président américain Johnson, il connaissait les hommes d'affaires, les banquiers, les militaires, les intellectuels, il était marié avec Miss America 1951, qui l'a introduit dans tous les
dans les milieux privilégiés américains, bah, vous croyez que Feu Cherif Guelleh aurait fait cette erreur? Aurait géré le dossier français comme il est géré aujourd'hui depuis un an? Mais bien sûr que non. Vous croyez que Feu Mohamed Sédar Ben Yahya, le brillant médiateur qui a permis la libération de 52 diplomates américains qui étaient otages à l'ambassade américaine de Téhéran, vous croyez qu'il aurait approuvé la façon dont ces diplomates algériens gèrent le dossier français depuis un an? C'est un échec total. Mais un échec total. Mais qui va avoir le courage de dire dans notre pays que les diplomates formés à l'époque des 4 mandats de Feu Abdelaziz Bouteflika sont médiocres aujourd'hui? N'ont pas d'esprit d'initiative, n'ont pas de relais, n'ont pas de réseau, n'ont rien. Et c'est pour ça que c'est un échec. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à empêcher que le président français reconnaisse la marocanité du Sahara occidental. C'est pour ça qu'on n'a pas empêché l'Angleterre de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. C'est pour ça qu'on n'a pas pu empêcher le Ghana de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. C'est pour ça qu'on n'a pas empêché le Portugal de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. C'est pour ça qu'on n'a pas empêché l'Espagne de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. C'est pour ça qu'on n'a pas pu empêcher les États-Unis de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et c'est pour ça qu'on n'a pas empêché l'Allemagne de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Car nous avons des diplomates médiocres, incompétents et qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas la culture diplomatique, qui n'ont pas la culture politique, qui n'ont pas la culture juridique, qui n'ont pas la culture médiatique, qui n'ont pas la culture intellectuelle. Il y a une déflagration des compétences des diplomates qui gèrent, je répète bien, qui gèrent le dossier du Sahel, qui gèrent le dossier du Sahara, qui gèrent le dossier français, qui gèrent le dossier de l'Union européenne, qui gèrent le dossier palestinien, qui gèrent le dossier libyen. C'est un échec. Citez-moi un seul cas de réussite diplomatique de nos diplomates ces dernières années. Atfadlou. La seule réussite diplomatique, elle est à mettre à l'initiative du président algérien Sir Abdelmajid Tebboune, lorsqu'en octobre 2022, il a réuni les 14 factions palestiniennes à Alger. Il les a mis ensemble. Le Hamas, le Fatah, etc., etc. 14! Ça, c'est une réussite diplomatique. Et ça a été saboté par qui? Ça a été saboté par le Hamas le 7 octobre 2023. Un an après. Ça s'appelle du sabotage diplomatique. Et aujourd'hui, c'est la France qui a bonne presse dans le monde entier parce qu'elle va reconnaître en septembre la Palestine. Mais vous avez remarqué, nos diplomates algériens, ils font plus rien. C'est la France qui mène la danse. Avec qui? Avec l'Arabie Saoudite. Comment se fait-il que l'Algérie n'essaye pas de faire quelque chose de concret et d'efficace? Pourtant, on est membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi il n'y a plus rien? Ah, on fait des petits communiqués. Mais ça ne suffit pas les communiqués. Il faut des résultats. La diplomatie, c'est des résultats. Des résultats. Il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Donc c'est un échec. Vous savez, le populisme, la propagande, c'est bien. Mais la réelle politique, c'est mieux. Où sont les résultats? Où sont les résultats de la diplomatie algérienne aujourd'hui? Le dossier français est un échec total. Et on le voit bien maintenant, on est traité comme une sous-préfecture. Alors oui, en Algérie, dans la presse, revenons à Macron, dans la presse algérienne, on dit, Macron s'est rangé derrière Retailleau, le virage de Macron vu d'Algérie. L'annonce faite mercredi par Emmanuel Macron d'agir avec plus de fermeté enflamme les réseaux et les médias algériens. Oh, les pauvres médias algériens. Vous savez, je suis boycotté par les propres médias algériens. Je suis algérien pourtant. Pas un mot dans les médias algériens. Sauf lorsque j'ai été au Maroc donner une leçon d'histoire aux Marocains. Ah, ça, vous étiez contents là, hein? Pourquoi? Parce que tous les Marocains en parlaient. Tous les médias marocains en parlaient. Donc vous êtes obligés d'en parler. Hein? Mais depuis que maintenant les médias marocains n'en parlent plus, vous avez retrouvé votre culture du silence. Ça vous fait mal au cœur, hein, d'avoir des gens compétents qui maîtrisent les dossiers historiques, les dossiers diplomatiques, les dossiers politiques, les dossiers médiatiques, les dossiers intellectuels. Ah, oui. Ça, c'est le symbole de la déflagration du système éducatif algérien. Les plus intelligents, les plus cultivés, quand ils ont les moyens, ils vont à l'étranger. Et les autres msaken, ils sont obligés de se taire. Aïb.
Donc alors les réseaux sociaux, ah oui, comme si c'était les réseaux sociaux qui faisaient l'opinion publique. Et les médias algériens sont fâchés. Bon, la présidence, elle est prudente, elle n'a pas encore réagi. Ça, c'est le point. Voilà. Ben oui, président Macron. Vous avez cru que le président Macron était différent de Retailleau, c'est ça? Ben non, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Je vous ai dit, vous ne connaissez pas la vie politique française, vous ne la connaissez pas. Oui, vous la connaissez de loin, vous êtes à Alger, vous croyez tout connaître. Mais non, vous ne connaissez pas. Vous vous souvenez ce qu'elle m'avait dit Ahmed Ouiyahia, quand il a dit pour être candidat en Algérie, il faut rester en Algérie. Vous vous souvenez de cette phrase 2016. C'est comme ça qu'il a justifié le fait qu'il ait changé la constitution pour m'empêcher, avec Ali Bonouari, d'être candidat aux élections présidentielles. Février 2016. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil. Pour connaître un pays, il faut vivre à l'intérieur. Moi, j'ai vécu 40 ans en France. Et moi, je peux vous dire que tous les diplomates qui gèrent le dossier français ne connaissent pas la France. Oui, ils la connaissent de loin. Ils lisent des journaux, ils lisent des livres encore. Et encore que ils rencontrent 2-3 personnes, mais ils ne connaissent pas la France. Ils ne connaissent pas la mentalité française. Macron, Retailleau, c'est exactement pareil. Ça s'appelle l'État français. L'État français. Alors, maintenant, c'est qui? AFP. Huffington Post, pardon. L'Algérie n'a pas du tout apprécié le durcissement de la position de Macron. Alger accuse la France de s'exonérer de ses responsabilités. On en est toujours à des phrases toutes faites, sans aucune incidence. Après la publication d'une lettre d'Emmanuel Macron adressée à François Bayrou. Quand on n'est pas capable, vous avez toujours l'option rupture des relations diplomatiques. Si depuis 1 an, vous n'avez pas réussi à faire changer la position de la France concernant la marocanité du Sahara occidental, il faut rompre les relations diplomatiques. C'est quoi l'alternative? Il y a 2 possibilités. Ou bien vous mettez un ambassadeur, c'est-à-dire vous pertes et profits, vous mettez vos incompétences depuis 1 an dans la catégorie pertes et profits, ou bien vous rompez les relations diplomatiques. Oui, mais pour ça, il faut avoir du courage. Il faut faire comme ce qu'a fait Feu Ouali Boumedienne en 1967, lorsqu'il a rompu les relations diplomatiques pendant 6 ans avec la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique. Tout ça parce que les Américains avaient aidé Tel Aviv à combattre les Palestiniens, les Égyptiens, les Syriens. Oui. Mais quand on n'est pas capable, qu'est-ce qu'on fait? On confie le dossier à des gens compétents. Donc là, apparemment, Alger n'a pas apprécié le durcissement, la position de Macron. Si ça s'appelle ça, si ça c'est de la diplomatie. Et après, ça c'est dans l'Express. Tension entre la France et l'Algérie. Alger répond au Céder 80% des mines à des intérêts étrangers, c'est un suicide économique. Et pourtant, certains cercles occidentaux rêvent encore d'une Algérie sous tutelle. Tebboune. En refusant de plier. Dérange Paris. Explosion. Derrière les sourires diplomatiques. C'est un bras de fer géopolitique. Et cette fois, l'Algérie veut écrire ses propres règles. Yeah.